ونشكر السيد الرئيس على هذه الزيارة اللي شرفت تونس، وشخصيا أعطتنا الفرصة باش نتبادلوا الرأي حول أمهات المشاكل عديدة ومتعددة. فيما يخص التعاون الثنائي، كنتم تسمعوا كل الاتفاقيات اللي توا كنا أمضيناها بالاشتراك مع بعضنا، وأريد أن أترك الفرصة إلى زميلي فخامة الرئيس حتى يتعرض لها باش ما نرجعوش ثاني. لكن أريد أن أؤكد أن هذه الزيارة تشكل انطلاقا جديدا في العلاقات بين تونس وفرنسا اللي نحن نعرف بعضنا من زمان، وبالرغم من كل التطورات اللي شافها تاريخنا، يعني تونس وفرنسا بقاو دول صديقة ومساندة لبعضها في الشدائد. يعني وما نحبش ان نمر بدون ما نتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس وإلى الحكومة الفرنسية على المساندة التي يعني أعطوها لنا فيها القضية مظلمة القرن اللي تونس ولات معناها بلد في أوروبا، يعني بلد يعني هو نعم. Mais malheureusement, par rapport à notre positionnement vis-à-vis du dossier des terroristes, mais nous remercions Monsieur le Président, nous remercions également l'ensemble du gouvernement pour l'appui sérieux qui nous est accordé, qui est accordé à la Tunisie pour qu'il n'y ait plus ou n'y ait pas d'impact beaucoup plus négatif par rapport à l'image de la Tunisie. Puis il y a une autre question où il y a également beaucoup de difficultés. Mais dans tous les cas, la Tunisie et la France iront vers la même direction pour lutter contre cela. Et il n'en demeure pas moins que pour tous ces accords, donc il y a évidemment cet aspect financier, mais il y a également des accords à aspect culturel. Et nous, en Tunisie, nous mettons l'accent, nous insistons sur la nécessité de coopérer en matière de culture, en matière d'éducation et dans tous les domaines, et plus particulièrement pour ce qui est de la jeunesse. Et Son Excellence, Monsieur le Président, va annoncer un projet concernant l'aide à accorder aux jeunes pour que la jeunesse puisse dépasser les différents problèmes. Et puis, au niveau des affaires étrangères également, nous avons étudié la situation en Libye, le pays voisin. Nous considérons évidemment que nous constituons avec les Libyens un seul peuple et nous escomptons évidemment que très prochainement, la situation va se redresser et donc nous pensons que la solution devrait être également libyenne, entre Libyens eux-mêmes. Et il y a également une autre question, la grande question des Arabes, donc la question palestinienne, la cause palestinienne, et sans aller dans les détails, nos points de vue sont proches et nous considérons que cette cause nous intéresse en premier lieu. Nous n'avons pas le droit de laisser les Palestiniens donc tout seuls dans cette situation difficile. Voilà donc les grandes questions qui nous ont intéressés. Pour ce qui est également de la coopération bilatérale, son Excellence, Monsieur le Président, va vous donner plus de détails parce qu'il est l'initiateur justement de cela. Je voudrais saisir cette occasion pour le remercier la délégation qui l'a accompagné pour le temps qu'ils nous ont réservé, qu'ils ont réservé à la Tunisie dans ce contexte délicat, non pas seulement pour la Tunisie, mais également pour tous les pays de la région. Et je lui donne rapidement donc la parole, et après quoi nous écouterons également quelques questions. Nous avons malheureusement accusé un retard dans notre programme de la journée, donc il ne faut pas donc que cela s'aggrave. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous
Nous entamons donc cet après-midi cette première visite d'État ici à Tunis et Carthage et je remercie chaleureusement le président Essebsi pour son accueil et son invitation. Nous avons déjà eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger dès les premières semaines de mon mandat à quelques kilomètres d'ici, au milieu de la Méditerranée, à Taormina, puis à Paris le 11 décembre dernier. La relation qui est la nôtre s'inscrit évidemment dans une histoire que nous avons ensemble évoquée et que vous venez rapidement de rappeler. Mais elle s'inscrit aussi à un moment important de la vie de la Tunisie. 7 ans après la Révolution, c'est une étape fondamentale qui se joue ici dans votre pays. Et je veux vraiment rendre hommage au travail qui a été effectué par le président, mais qui a été aussi porté par tout le peuple tunisien, de modernisation profonde. D'abord un travail qui a conduit à une constitution exemplaire, qui pourrait, à nombre d'égards, nous inspirer, à un vrai modèle de transition démocratique tunisien, aux réformes entreprises. Et pour toutes ces raisons, je veux ici redire le soutien de la France, à la fois à votre action et à tout le peuple tunisien. Et c'est dans ce contexte-là, à ce moment-là, dans un contexte régional que vous avez rappelé, que notre relation s'inscrit. Et je le dis très clairement, la réussite de la Tunisie, à la fois défendant les valeurs qui sont les siennes, démocratiques, de liberté de conscience, d'égalité entre les hommes et les femmes, à ce moment-là de notre histoire dans la Méditerranée, c'est aussi notre bataille. Et donc, vous m'avez fait l'amitié de dire que j'allais présenter les chantiers bilatéraux ici signés parce que je les avais initiés. C'est une courtoisie qui ne doit rien enlever à la réalité de tout cela. Nous l'avons fait ensemble et ce combat est commun. Et ce n'est pas une aide que la France apporte à la Tunisie, c'est un travail que nous devons mener ensemble. Parce que si vous échouez, nous échouerons. Le même jour ou le jour d'après. Et c'est conscient de ce défi que je suis ici aujourd'hui à vos côtés. Le contexte géopolitique, nous l'avons évoqué, je n'y reviendrai pas là en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, mais tout particulièrement sur les sujets de sécurité, et en particulier de sécurité régionale. Bien évidemment, il y a le conflit dans la zone irako-syrienne, le sujet du terrorisme, qui est une menace constante pour nos deux pays. C'est ce qui a justifié la signature d'un accord et d'échanges encore plus intenses en la matière. Et il y a aussi la stabilisation indispensable en Libye. La France a constamment poussé pour que nous puissions trouver les conditions pour que le peuple libyen décide de son avenir. Et qu'en tout cas, la stabilité et l'intégrité de la Libye soit maintenue, ce qui est la condition de la sécurité de toute la région, et tout particulièrement du voisin qu'est la Tunisie. Nous soutenons à cet égard, et nous l'avons rappelé ensemble, le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Hassan Salamé, qui, je l'espère profondément, pourra conduire à organiser des élections dans les tout prochains mois et donc à trouver une solution de stabilité pour la Libye. Mais nous avons aussi pleinement conscience que c'est maintenant dans le champ économique et social que se joue la partie en Tunisie. Des réformes doivent être mises en œuvre, elles sont souvent douloureuses, indispensables pour que la Tunisie redevienne un pôle majeur d'attractivité. Vous l'avez rappelé, vous les conduisez vis-à-vis des investisseurs internationaux, des touristes. Et c'est ce travail que vous avez entrepris. C'est aussi pour ça que la France a fait le nécessaire pour que les décisions européennes soient conformes. Et ce fut les choix de fin janvier à cette ambition que vous portez, et parce que nous souhaitons vous accompagner dans ce travail. En matière économique, vous le savez, l'Agence française de développement est le principal partenaire de notre aide publique. Et en plus du plan d'appui au développement durable de la Tunisie, de 1,2 milliard d'euros pour la période 2016-2020, je peux d'ores et déjà annoncer que la France pourra engager 500 millions d'euros supplémentaires sur la période 2020-2022. Alors pour décliner concrètement ce que nous avons ensemble acté, qui recouvre 4 champs, 4 feuilles de route. Il y a d'abord une coopération renforcée donc dans les domaines de la justice, de la sécurité et de la défense.
pour mieux lutter contre le risque terroriste, faciliter aussi la mobilité et agir efficacement contre les migrations irrégulières. C'est la lettre que nos ministres ont signée début de cette cérémonie de signature. Deuxième feuille de route, c'est le programme de relance de l'investissement et de soutien aux entreprises tunisiennes, avec en particulier une assistance de 30 millions d'euros aux PME-PMI tunisiennes, la mobilisation des investisseurs grâce au Forum franco-tunisien des affaires annuelles, auquel je me rendrai demain avec la ministre, un appui de 100 millions d'euros à la réforme des entreprises publiques mise en œuvre par l'Agence française de développement et l'accompagnement de la transition énergétique tunisienne. Le troisième pilier, c'est un programme pour la formation et l'emploi des jeunes adapté aux besoins de l'économie de demain. C'est ce que nos ministres d'enseignement supérieur ont signé. Et ce sera en particulier l'ambition de l'université franco-tunisienne ouverte sur la Méditerranée et l'Afrique, dont nous avons demandé aux ministres justement de mettre en place les structures et les premiers pas. C'est un élément important à la fois pour la mobilité de nos jeunesses, mais aussi pour donner toutes les perspectives à la jeunesse tunisienne de réussir en Tunisie, ce qui est la perspective que vous voulez porter. Puis le quatrième feuille de route, c'est celle pour la rénovation de notre coopération culturelle, avec un accent important sur la préparation du sommet de la francophonie que la Tunisie accueillera en 2020 et qui, je le sais, est importante pour vous, Monsieur le Président, mais avec aussi des initiatives concrètes que dès demain, là aussi, nous allons décliner avec l'inauguration de la première alliance française avant 5 autres, puisque c'est un programme de 6 alliances françaises qui vont se déployer en Tunisie, avec aussi un renforcement de l'enseignement de la langue et de notre présence en termes d'enseignement supérieur, de recherche et d'échanges académiques. Tout cela est complété, et c'est ce que nous avons préparé ensemble dans les derniers jours, par la création d'un fonds d'appui aux initiatives des jeunes entrepreneurs tunisiens que nous souhaitions annoncer aujourd'hui de 50 millions d'euros. En plus de ce que je viens d'évoquer, ce dispositif permettra d'accompagner très concrètement les jeunes porteurs de projets, quel que soit d'ailleurs le secteur et le niveau de qualification, pour lutter contre le chômage, en particulier des plus jeunes et des jeunes qualifiés. L'un de vos défis, c'est qu'il y a 35% de jeunes diplômés en Tunisie qui sont au chômage. C'est indispensable pour la stabilité du pays, l'espoir de cette jeunesse, de leur donner des perspectives. Et l'objectif de ce plan, aux côtés de ce que l'Union européenne avait négocié avec la Tunisie, qui était un plan de 400 millions d'euros il y a quelques années, c'est de venir accompagner par des mécanismes simples, rapides, efficaces et sur le terrain, ce retour et ce rebond économique indispensable. Vous l'avez dit, notre histoire nous dépasse, elle est forte, elle fait qu'aujourd'hui la France est le premier partenaire économique, commercial de la Tunisie, mais nous pouvons faire encore davantage compte tenu de ce moment de l'histoire que nous vivons. Et c'est bien avec cette ambition d'un nouveau souffle que nous voulons travailler ensemble et qu'au-delà des décisions du jour, c'est une action dans la durée que nous voulons ensemble construire, qui fait qu'à nouveau, Monsieur le Président, je tenais à vous remercier pour votre accueil, nos échanges, la soirée et la journée que nous allons passer ensemble demain. Merci. Bien. Je vois que personne ne veut poser de questions. Ça va aller. Oui, j'ai une question. Bonsoir, messieurs les présidents. Ma question s'adresse à Monsieur le Président français, Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé il y a un instant, cette première visite d'État dans le monde arabe est un moyen, et pour vous, une façon de soutenir le processus démocratique ici en Tunisie. Est-ce que pour vous, Monsieur Macron, la Tunisie est toujours un exemple à suivre alors que le régime a essuyé ces derniers jours des critiques par rapport à sa réponse, à la réponse qu'il a eue face aux manifestations qui ont eu lieu au début du mois de janvier, notamment l'association Human Rights Watch dénonce aujourd'hui même des brutalités policières, des comparutions sans avocat. Est-ce que c'est compatible avec la démocratie pour vous et est-ce que vous en avez parlé au président tunisien? Merci beaucoup. Sur ce sujet, sur tous ces sujets d'ailleurs, parfois nous avons tendance à confondre les gravités et à considérer qu'une dénonciation vaut toutes les autres. J'ai parfois d'ailleurs, je le dis avec beaucoup d'humilité pour assurer le Président, cette ONG est très utile. Elle dénonce des comportements partout et c'est indispensable de répondre à ce qu'elle souligne. Enfin, avec beaucoup d'humilité, cette même association a dénoncé parfois ce qui se passait en France.
Je n'ai pas le sentiment que nous soyons le pays l'ennemi des droits de l'homme, quoi qu'en disent parfois certains de vos confrères qui perdent le sens de la hiérarchie et des proportions. Il y a des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il fut un temps où la démocratie n'était pas au rendez-vous ici même en Tunisie. Enfin, si nous voulons aider les démocrates dans les situations difficiles, il serait bon que nous confrontions nos principes au réel en permanence, parce que c'est ça, gouverner avec les droits de l'homme dans les temps que nous vivons, les temps du terrorisme et de la difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je parle sous le contrôle du président, et c'est évidemment à lui de dire, je ne suis pas ici ni censeur ni commentateur. Le pays traverse une situation économique très difficile, et donc il y a un mécontentement social. Il est légitime, il faut l'entendre. Et c'est ce que beaucoup de pays peuvent traverser dans des proportions diverses. Et ces manifestations qui, justement, ont été organisées en début d'année avaient une racine économique et sociale, compte tenu des difficultés que traverse le pays, qui sont liées aux réformes indispensables qu'il doit conduire, mais aussi à toutes les difficultés dans la région, et en particulier le voisin libyen. Sommes-nous totalement sans lien avec ce qui s'est passé en Libye et les conséquences qu'en subit la Tunisie? Je ne suis pas persuadé. Nous avons donc une grande responsabilité aussi pour créer les conditions de la stabilité et du progrès nécessaires pour que la Tunisie retrouve des potentiels et des perspectives économiques pour elle-même. Il y a donc eu ces manifestations dont l'explication profonde est économique et sociale. Et puis il y a eu des réactions. Je ne vais pas ici les commenter, il appartient au président de le faire. Correspondait à un objectif d'ordre public avec des arrestations. Donc quand je regarde les choses, est-ce que ces arrestations se font dans un contexte d'un État qui n'est pas un État de droit? Je ne suis pas une ONG, mais de mon point de vue, non. Il y a une constitution. Cette constitution est exemplaire pour la région et bien au-delà. Elle garantit la liberté d'expression et le droit de manifester est reconnu. Elle y organise aussi la liberté de conscience et les droits individuels. Et elle organise la séparation de la justice. Et donc, pour autant que j'ai à en connaître pour ma part, l'ensemble de celles et ceux qui ont pu être incarcérés ont été, pour certains, libérés. Pour d'autres, sont rentrés dans des procédures judiciaires et c'est sous la responsabilité d'une justice indépendante qu'ils auront à agir. Et ensuite, c'est un débat entre Human Rights Watch et l'État tunisien s'il y avait des cas où la Constitution et les lois apparaissaient comme n'étant pas respectées pour que la clarté soit faite. Mais je tiens ici quand même à dire que nous sommes dans un pays dont la Constitution, les règles de droit, alors que les défis sont immenses, existent, sont respectés. Et donc, il faut toujours être exigeant, y compris avec nous-mêmes, parce que la démocratie, la République sont des chemins difficultueux et jamais parfaitement atteints. C'est un combat permanent, la République, comme l'est la démocratie et comme le sont les droits de l'homme, permanent. Il n'est jamais parfait, il n'est jamais atteint. Il faut toujours le considérer avec beaucoup d'humilité. Mais cette humilité ne doit pas nous enlever la juste proportion dans les dénonciations que nous pouvons faire. Parce que si les démocrates ont des imperfections et que ces imperfections peuvent nous conduire à les ravaler au même rang que les despotes ou les tyrans, nous ne ferons pas nous-mêmes œuvre utile pour la démocratie. Vous êtes journaliste, je crois. De quel journal? Pour France 2, excusez-moi. Comment? France 2, pour la chaîne de télévision France 2, monsieur le Président. Bon, très bien. Écoutez, la Tunisie est un pays démocratique. Notre démocratie ne date pas depuis 2 siècles. Elle date depuis à peine 3 ans. C'est le seul cas, dans l'absolu, où un pays comme le nôtre emprunte la voie démocratique. Bien entendu, nous n'avons pas de culture de la démocratie. Si nous, pour des pays comme le vôtre, peut-être c'est la France, mais ça date depuis des siècles. Et vous en avez connu des hauts et des bas. Ici, en Tunisie, je voudrais quand même vous assurer, et à qui d'autre qui peut-être ne doivent plus poser la question, parce que je vais leur répondre d'avance. Ici, en Tunisie, nous sommes pour une démocratie, mais la démocratie nécessite 2 choses. D'abord, un état de droit. Il n'y a pas de démocratie sans état de droit.
Et deuxièmement, une presse libre. Et en Tunisie, je mets au défi qui que ce soit, si jamais il pense que notre presse n'est pas libre. Elle est justement trop libre. On n'est jamais trop. On n'est jamais trop. Mais en tout cas, nous respectons le droit de manifester. Et les gens manifestent pour une chose ou pour rien. Mais ils manifestent quand même. Mais dans ces manifestations, il y a toujours des casseurs. Je suppose que vous connaissez bien la France. Peut-être pas beaucoup la Tunisie. Chaque fois qu'il y a de grandes manifestations, mais il y a des casseurs. Alors, ces casseurs, on doit leur donner un certificat de bonne vie et mœurs. Eh bien, on les poursuit parce que nous avons des acquis à défendre. Mais, je vous garantis qu'il n'y a pas une seule arrestation sans l'avis de monsieur le procureur de la République. C'est comme ça. Donc, nous avons une justice. Je ne veux pas dire que notre justice est la meilleure du monde, mais elle fonctionne. Et les services qui sont chargés de l'ordre public, parce qu'il faut tout de même défendre les acquis de la Tunisie et de ne pas laisser les casseurs faire la loi, eh bien, chaque fois qu'il y a des débordements, il y a des mesures qui sont prises, y compris des arrestations, parce que les droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Il y a aussi le droit des peuples à défendre leurs acquis. Donc, soyez tranquilles et je vous demande de le répéter, puisque c'est ça le rôle de la presse, qu'ici en Tunisie, il n'y a pas de débordement sauvage, il y a un pays qui essaie de fonctionner, qui essaie de mettre en jeu une démocratie. Ce n'est pas facile dans la région à laquelle nous appartenons. Nous sommes le seul cas. On ne s'en flatte pas. Nous espérons que notre cas va servir d'exemple aux autres, mais il faut tout de même ne pas nous juger un peu comme si nous sommes dans une démocratie depuis des siècles. Non, nous sommes depuis 3 ans seulement, plus le mois de janvier de cette année. Merci beaucoup. Une question adressée à Monsieur le Président Emmanuel Macron. Donc, vous avez parlé de plusieurs accords dans les domaines de sécurité et de la défense. Donc, si vous pouvez nous donner des précisions dedans et en quoi ça consiste juste. Et puis, il y a une question par rapport au retour des terroristes des foyers de tension. C'est une question qui préoccupe aussi bien la France que la Tunisie. Est-ce que vous en avez parlé? Sur le premier sujet, les accords cadres qui ont été signés vont permettre d'abord d'améliorer la coopération qui existe et qui est déjà vivace entre nos services pour échanger les informations en matière de lutte contre le terrorisme, et pour l'identification justement des situations dangereuses, va nous permettre d'avoir une coopération renforcée en matière de lutte contre le financement du terrorisme, qui est un élément très important parce que nous sommes en train, j'espère que dans les prochaines semaines, nous pourrons, comme nous en avons la perspective, achever une victoire militaire sur le terrain face à l'État islamique, mais pour autant, ce ne sera pas une victoire, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, finale contre les terroristes. Mais nous priverons nombre de groupements terroristes d'un accès à des ressources naturelles qui assuraient une partie de leur modèle économique. Ils vont donc se redéployer dans toute la région en cherchant d'autres modes de financement. Et donc nous souhaitons pouvoir coopérer de manière beaucoup plus efficace sur ce sujet ensemble. Et c'est d'ailleurs la perspective que la France a aussi dressée à travers l'organisation d'une conférence pour la lutte contre le financement du terrorisme qui sera organisée à Paris en avril. Et c'est dans cette perspective que nous avons signé un accord qui permettra à nos acteurs économiques, de renseignement et à l'ensemble d'autorités publiques, mais aussi d'acteurs privés, d'échanger des informations et de mieux coopérer pour justement assécher le financement de ces groupements terroristes qui peuvent parfois utiliser des canaux tout à fait anodins dans nos deux pays. Nous avons aussi acté à travers ces accords des simplifications de règles pour la circulation des étudiants et d'autres catégories socio-professionnelles entre nos deux pays. C'est un élément important parce qu'il nous faut mieux surveiller
les situations risquées, mieux échanger les informations, mieux lutter contre le terrorisme, mais permettre que nos étudiants, nos entrepreneurs, nos académiques, nos parlementaires, nos militaires continuent un échange indispensable pour la vitalité entre nos deux pays. Et concernant le retour... Concernant ce qu'on appelle les revenants ou le retour des théâtres d'opération, nous avons à vivre, et nous aurons à vivre dans les prochains mois et les prochaines années avec des cas nombreux. Nous avons bien évidemment évoqué ces situations, qui font partie d'ailleurs des sujets sur lesquels les échanges d'informations sont indispensables pour assurer un contrôle. Comme vous le savez, toutes celles et ceux qui reviennent en France sont judiciarisés, et donc il est important d'avoir pour ce qui est des adultes, il est essentiel d'avoir une information parfaite venant de tous nos partenaires, et il est essentiel aussi pour la parfaite sécurité de la Tunisie que toutes les informations utiles que nous pouvons avoir sur ces revenants puissent être communiquées pour la sécurité du pays. Nous continuons aussi à dialoguer avec l'ensemble des pays où ces situations aujourd'hui existent. Nous avons, comme vous le savez, un accord avec la Turquie, nous avons plusieurs situations avec l'Irak et également en zone syrienne. Bien, je crois que vous remercie. Monsieur le Président a d'autres engagements. En tout cas, si vous avez une question, terminez là, pour qu'on ne dise pas que je fais pression sur la presse. شكرا سيد الرئيس. شكرا. سؤالي بالعربية وموجه للسيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تحدثتم عن تشغيلية ضعف En français, vous avez parlé donc de la faiblesse de l'employabilité des jeunes diplômés de l'université. Est-ce que la France pense peut-être transformer la Tunisie en une sorte de plateforme numérique au profit des jeunes diplômés en matière de technologie numérique? Est-ce que donc la France pense transformer la Tunisie en plateforme numérique pouvant aider ces jeunes à trouver des postes d'emploi et ainsi pouvant aider la Tunisie dans sa transition économique et pour aider en même temps l'Europe à réduire l'immigration irrégulière? Alors, la France ne transformera en rien et pour rien faire la Tunisie. C'est le président et le gouvernement de la Tunisie qui transformeront la Tunisie. Mais nous souhaitons pouvoir y apporter notre aide et accompagner cette vision et ces projets. Et dans ce contexte, il est indispensable que l'Union européenne et la France soient au rendez-vous. Je tiens beaucoup à l'engagement de l'Union européenne en Tunisie. Je sais que le président aussi vient négocier des accords importants. Et la France, c'est ce que j'ai annoncé précédemment, sera au rendez-vous. Et vous avez raison, le numérique est un des leviers de développement. Il ne faut pas réduire notre engagement à cela, parce qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés dans d'autres secteurs. Je pense que l'agroalimentaire et l'agriculture est un secteur de développement essentiel pour la Tunisie. Le tourisme est un secteur de développement essentiel qui suppose la stabilisation pleine et entière de la région, mais qui est une perspective pour la Tunisie, où il y a des emplois aussi peu qualifiés, moyennement qualifiés ou qualifiés, qui sont offerts à la jeunesse et qu'on doit aider à développer. C'est le sens des initiatives prises. Mais le numérique en est une. C'est pour cela d'ailleurs que dans les feuilles de route, il y a un accord cadre sur ce sujet qui a été signé. Et en termes de formation comme de déploiement de l'entrepreneuriat, c'est notre volonté. C'est aussi pour cela que j'ai dans ma délégation plusieurs entrepreneurs du numérique qui sont présents et que nous avons la volonté de pouvoir développer l'équivalent d'une école 42 à Tunis. Monsieur Niel nous accompagne, il est prêt à déployer le modèle en Tunisie. Il faut qu'on trouve un bâtiment, je pense que c'est à notre portée, mais l'idée est de pouvoir justement former des jeunes qui sont déjà diplômés ou qui n'ont aucun diplôme et qui très rapidement peuvent rentrer dans des métiers de codeurs, de community manager, et je ne veux pas multiplier les anglicismes pour décliner tous ces métiers, mais qui sont des métiers d'avenir et qui peuvent tout à fait correspondre à ce que la Tunisie peut faire. Je constate simplement qu'il y a une jeunesse formée dans votre pays, qu'il y a un tempérament entrepreneurial, et qu'il y a une tradition, justement, de déploiement économique, de commerce, qui sont propices à faire de ce pays une des plateformes du développement numérique dans toute la région. Je constate ensuite que la jeunesse se déploie dans deux univers linguistiques qui irriguent la Méditerranée, l'arabe et le français, et qu'il faut d'ailleurs constamment les pousser ensemble. C'est pour ça que je tiens aussi beaucoup à la francophonie, parce que je pense que c'est un élément de la réussite entrepreneuriale et économique. Et que toutes ces raisons font que la Tunisie a tous les atouts pour
en effet être cette plateforme numérique que vous évoquez. En tout cas, nous apporterons notre contribution pour que ce projet du Président et du gouvernement puisse advenir. Merci à vous.